Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa pour la suite de la série sur les principes de vie harmonieux. Précédemment, on a vu ensemble les yamas et aujourd'hui, on va pouvoir se plonger dans les niyamas qui sont la suite en fait de ces principes plus d'un point de vue personnel, individuel. Donc, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui puisque cette série, j'y travaille depuis le tout début du podcast et même avant. Ça fait en fait 3 mois que je poursuis mes recherches, que j'ai réouvert mes livres, que je travaille à consolider l'information, à trouver des exemples. Donc mon souhait, c'était vraiment que ce soit appliqué, que tu puisses t'approprier ces concepts, que ce soit vulgarisé aussi et accessible pour que, en fait, que tu puisses voir comment ça fait écho en toi et comment tu as envie de les appliquer à ta vie. Alors, merci d'être là aujourd'hui pour la suite. Donc, qu'est-ce que c'est les niyamas? C'est avant tout des principes de vie qu'on peut vraiment appliquer d'un point de vue individuel. Donc, les yamas, c'était un peu plus au niveau de comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec le monde. Donc, il y avait vraiment l'aspect d'extériorisation avec l'extérieur et son environnement et surtout avec l'autre. Même s'il y a quand même, on se rappelle, on avait la non-violence, mais ça part toujours de soi quand même. Donc on avait le premier principe qui est la non-violence, ensuite la vérité. On avait le principe de ne pas voler, le principe de non-attachement et finalement le principe de modération. Et aujourd'hui, dans les niyamas, on va voir des principes qu'on peut vraiment appliquer dans sa vie d'un point de vue de discipline personnelle. Et on peut déjà voir comment que le mot discipline fait écho en soi. C'est pas quelque chose qui se veut contraignant, au contraire. C'est des principes que l'on adopte, c'est pour nous aider à être encore plus alignés sur notre chemin de vie. Donc, on pourra voir aussi comment est-ce qu'on a envie de peut-être programmer certains mots pour soi-même. Moi, personnellement, les niyamas aussi, je trouvais qu'il y a énormément de simple, de beau, de logique dans tout ça. C'est d'ailleurs et avant tout pour ça que j'avais envie de te les partager. Mais c'est pas, puis je tiens à le rappeler, c'est pas une invention récente. Les yamas et les niyamas, pour les remettre en contexte, ce sont les premiers échelons du yoga de Patanjali, qui est en fait un recueil de sutras qui a des centaines et même des milliers d'années. Donc cette sagesse-là vient de loin et a perduré dans le temps. Donc c'est pas neuf, c'est pas inventé et c'est pas moi qui les ai inventés, vraiment pas, mais je trouve que c'est intemporel et que ça s'applique aujourd'hui dans nos vies et de s'en rappeler, mais ça peut nous aider justement à revenir à soi et à vivre une vie qui est plus alignée à ce qui fait du sens pour nous. Alors, les niyamas, il y en a 5 aussi. On va plonger un peu plus, en fait très bientôt, on va plonger dans chacun d'entre eux, mais je vais juste te les présenter brièvement. Donc le premier niyama, c'est Socha, donc la pureté. Le deuxième, c'est Santosa, qui est le contentement. Je l'aime bien celui-là. Ensuite, il y a le troisième qui se nomme Tapas, et c'est la discipline. Donc, c'est pas des entrées espagnoles. Et ensuite, il y a Svadhyaya, qui est l'étude de soi. Et finalement, Isvara Pranidhana, qui est un peu... Il y a différentes traductions, mais ce que j'aime, c'est l'aspect de faire confiance à plus grand, de s'en remettre à plus grand, de faire confiance. Alors, on va plonger ensemble dans chacun des principes.
Et comme dans la série sur le yamas, il y aura également une méditation pour chacun des principes, des thèmes, où on pourra y aller un petit peu plus en profondeur, toujours dans le but que tu puisses te les approprier, vivre de manière plus expérientielle dans l'expérimentation, qu'est-ce que ça résonne pour toi. Donc, initier la réflexion tout simplement. Alors, merci d'être là, respire. Donc, vois comment tu as envie d'accueillir cet épisode. Je ne sais pas combien de temps qu'il va prendre, mais je sais que pour le premier épisode, c'est quand même du stock en un épisode. Donc, n'hésite pas si tu veux morceler l'écoute, si tu veux t'arrêter, prendre des notes, prendre une pause et revenir quelques jours plus tard. Donc, vois comment tu es disposé à recevoir cet épisode-là et toujours en restant à l'écoute de toi-même. Bonne écoute! Alors, Socha, commençons avec le premier niyama, qui est la pureté. Vois déjà comment est-ce que, sans l'aspect encore du concept, qu'est-ce que ça résonne pour toi, ce principe de pureté? Qu'est-ce que tu crois que ça peut correspondre? Et à quoi, c'est quoi les associations que tu fais déjà du mot pureté? Dans les livres, dans ce que j'ai retrouvé, et je trouve intéressant, c'est que au niveau de l'hygiène, on peut nommer, il y a 2 niveaux d'hygiène en fait. Il y a au niveau extérieur, où est-ce qu'on a tous nos vêtements, on va nettoyer le corps, donc tout l'aspect extérieur. Et la pureté se réfère à l'hygiène de l'intérieur. Et ça, j'étais comme, c'est intéressant. Et je peux voir la différence entre les deux. Donc, on peut avoir une hygiène de vie sur le corps physique, sur notre apparence, mais l'intérieur aussi est important. Et en ce sens, on peut aller chercher une certaine hygiène au niveau de notre entraînement mental, par exemple. Donc, on peut parler par exemple des postures qui vont venir nettoyer, même d'un point de vue physique, donc mettre le corps en mouvement, mais aussi les postures, dans le fond, ce que ça vise à faire, c'est de mettre le corps en mouvement pour que l'énergie circule. Et donc, que ce soit à travers la méditation et le pranayama, qui est la maîtrise du souffle ou des exercices de respiration, on peut arriver justement à nettoyer, d'un point de vue intérieur, tout notre corps énergétique, notre corps d'énergie, nos émotions, et arriver justement à une certaine clarté. Donc, Socha, la clé de voûte ici, c'est vraiment la clarification du mental et d'être en mesure de se défaire des cristallisations inconscientes. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça, des cristallisations inconscientes? Puis tu peux peut-être le ressentir déjà pour toi. C'est quoi ta vérité par rapport à ça? Comment ça résonne? Mais c'est tout le bagage qui vient un peu ternir ou embrouiller ta manière de voir le monde, que ce soit des expériences passées, des émotions accumulées ou juste un mental qui est agité. Ça fait en sorte que lorsque ça vient, ça fait longtemps que c'est là, un peu comme de la poussière qui vient s'accumuler puis qui fait comme excusez l'image, mais un bord de crasse. Des fois, on peut avoir ça, mais au niveau du mental. Donc, on veut se décrasser l'esprit. Bon, on va dire ça de même. Donc, de nettoyer l'intérieur à travers notre hygiène pour garder un mental pur. Et je trouve ça intéressant parce que c'est comme tout le volet entraînement physique, santé physique, prendre soin de notre santé, de notre corps. C'est vraiment plus admis, puis c'est valorisé maintenant dans le monde, dans la société. Mais je trouve que tout cet aspect-là de santé mentale et hygiène de vie mentale, on parle de bien-être, de mindfulness, de prise de conscience, tout ça, ça devient aussi de plus en plus admis et valorisé. Et c'est ça aussi que Socha nous invite à faire. Donc, de prendre le temps de nettoyer tout ce qu'on a accumulé d'éléments qui nous ont collés à la peau, je dis à la peau, mais au mental, sans qu'on l'ait choisi. On peut penser par exemple à l'angoisse, quand on est anxieux. On peut se libérer aussi de l'orgueil ou des pensées négatives. On peut se libérer aussi du jugement.
Donc, tout ce qui ne nous sert plus et ce qu'on veut nettoyer en soi à travers notre posture et certaines habitudes pour avoir une hygiène mentale saine. Puis je vais faire différents parallèles parce qu'on est habitué du plan physique de dire, OK, ben c'est quoi les rituels ou les habitudes pour nettoyer, purifier le corps physique? Ben, on le sait, on va dire mange bien, on va dire de se nettoyer, bon, l'hygiène de base. Qu'est-ce que c'est alors les éléments, les habitudes qu'on peut mettre en place pour nettoyer l'intérieur? D'avoir une pensée claire. Et ça revient aussi à qu'est-ce qu'on consomme d'un point de vue de pensée. Par exemple, qu'est-ce que tu consommes à travers tes lectures ou les médias sociaux? Ça, c'en est un qui peut rapidement créer différentes tensions. Donc, vu qu'on en consomme vraiment beaucoup puis qu'on n'a pas le contrôle sur c'est quoi qui rentre parce que le feed est réactualisé constamment, on peut sentir des fois qu'on a la tête vraiment pleine parce qu'on est bombardé d'informations constamment. Alors, c'est là que la méditation, puis de prendre un temps de pause, comme celui-ci, va aider justement à constater qu'est-ce qu'il y a dans notre paysage mental. Un peu comme quand tu es à l'ordinateur, puis que tu as 80 pages d'ouvertes, puis là, je lève la main, moi, ça fait souvent ça. Quand il y a plein de pages d'ouvertes, puis que c'est le bordel sur ton bureau d'ordi, en fait, ou que, justement, c'est très, très peuplé comme espace, de fermer des fenêtres, puis de faire le ménage, ça clarifie, puis ça apaise. Alors, il y a des techniques pour être capable, justement, de vivre ce calme-là au niveau mental. Alors, ça commence par faire attention à ce que l'on consomme. Et d'une autre part, tout ce que l'on entretient comme pensée aussi. Donc, je vais faire un parallèle avec le principe de non-violence. C'est de prendre conscience de c'est quoi les niveaux de pensée que je cultive et que je nourris. Parce que c'est ça qui prend tout l'espace, en fin de compte. Et comment est-ce qu'on peut en prendre conscience? Des fois, c'est juste de prendre une pause, de se ramener dans un espace conscient, bienveillant. Et des fois, le silence aussi peut nous aider. Et à travers Socha, dans la pureté, de se retrouver dans des endroits silencieux, ça va aider à calmer, apaiser le mental. Donc, pour appuyer ce concept-là, puis je sens que je pourrais partir sur celui-là pendant tellement longtemps, je trouve que c'est important dans notre monde où est-ce qu'on est valorisé par le nombre de choses qu'on fait, par la rapidité d'exécution, par le multitasking qui est en fin de compte du switch tasking parce qu'on n'est pas en train de faire plein de choses en même temps, on est juste en train de switcher d'un bord puis de l'autre. Il y a comme cette fragmentation mentale qui, en fin de compte, ne nourrit pas, nous épuise et ça fait pas en sorte qu'on se sent mieux au final ni qu'on est en train de livrer un meilleur travail de plus grande qualité. Alors de revenir à la base puis de se dire, si je suis constamment dans ma journée, toujours en train d'agir, de penser, de réfléchir, de bouger, si tu penses à toi une journée typique, ça a l'air de quoi? À partir du moment où tu te lèves le matin, peut-être que tu ouvres ton téléphone puis tu reçois un shitload d'informations, puis après ça tu pars puis que tu fais des activités, c'est que le corps, et ça depuis des années, l'esprit aussi s'embourbe. Et de se dire, c'est quand le temps où est-ce que j'ai vraiment une pause? Est-ce que c'est juste quand que je dors? Mais à ce moment-là, même en dormant, le cerveau est actif. Le corps physique ne l'est pas, mais le cerveau est actif. Alors, juste de prendre une pause, un espace méditatif ou de pleine conscience va contribuer à juste apaiser et ralentir le rythme. J'ai envie de te citer Patanjali, que je parlais un peu tout à l'heure dans les Yoga Sutras. Moi, la première fois que j'ai lu ce livre-là, qui est un peu un traité du yoga, dans un des premiers livres qui traite du yoga, les 3 premiers sutras, en fait,
4 à peu près, pour moi ont été tellement puissants, puis j'ai envie de les lire maintenant. Donc, ce que ça dit dans le livre, puis je lis, c'est « Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Alors se révèle notre centre, établi en lui-même. » Je vais faire une pause. Déjà ça, de se dire que le yoga, c'est pas les postures, c'est pas d'être capable de toucher ses orteils, c'est pas d'être en top de sport, à faire des poses dans des beaux endroits. C'est pas ça l'essence du yoga. Ultimement, le yoga nous ramène à calmer l'activité du mental. Donc, c'est beaucoup plus large que ce qui peut se passer sur un tapis, en fin de compte. Et alors se révèle notre centre établi en lui-même. C'est justement lorsqu'on vient apaiser tout ça, tout ce calme. Et il y a des magnifiques métaphores et images dans l'adaptation de Patanjali que j'ai. C'est formidable. C'est un peu comme l'eau qui devient calme et que on peut accéder aux profondeurs et avec clarté. Donc ça, formidable. Et je continue en disant, dans le cas contraire, il y a identification de notre centre avec l'agitation du mental. Et ça, moi, j'étais comme, oh, c'est tellement puissant parce que c'est ça, dans le fond, la clé de voûte pour se sentir ancré, puis pas se sentir chahuté constamment avec tout le va-et-vient et l'intensité de la vie. C'est de se dire, cette agitation-là, elle ne m'appartient pas. Les pensées qui arrivent, les émotions, ce sont tous des états qui sont passagers. Mais moi, mon centre, il est stable. Et je continue à lire maintenant parce que l'adaptation disait qu'on ne se rend pas compte de cette identification au mental. Un mental agité fait écran. Comme une eau agitée empêche de voir le fond, et le mental ne peut pas connaître le centre parce qu'il est d'une toute autre nature. On ne peut qu'enlever les obstacles, calmer cette agitation qui fait écran. Alors, comme l'eau calme laisse voir le trésor au fond de l'eau, le mental apaisé révèle notre centre qui nous permet d'accéder à la réalité. Tu peux revenir à cette citation autant de fois que tu veux pour vraiment en capter le sens. Et c'est puissant, ça. À partir du moment où on est capable de faire cette distinction-là et qu'on se purifie de toute l'agitation du mental, de tout ce qui se passe au niveau de nos pensées, il n'y a plus rien qui fait interférence entre la réalité et nous. On est en mesure de voir la vie telle qu'elle est, avec moins de filtres qui vient un peu teinter cette réalité-là de ça c'est bon, ça c'est pas bon, toutes nos croyances aussi. Donc, on peut prendre un espace de recul. Et ce que j'aime beaucoup aussi, j'avais envie de parler de cet exemple-là parce que je trouve que moi, je suis une passionnée de la langue française. Je trouve qu'à travers la langue, c'est notre premier fil de comment est-ce qu'on va expérimenter la vie. On aime nommer, on aime catégoriser les choses. Et le verbe être, et en français, il y a le verbe être qui est celui qu'on connaît, mais en espagnol, il y a deux verbes être. Il y a le verbe ser, qui est être pour des éléments qui ne changent pas. Et il y a estar, pour des éléments qui sont passagers. Donc, petite leçon d'espagnol que je glisse ici. Par exemple, de dire « je suis canadienne » va être employé avec le verbe ser. Donc, que ça ne change pas. On va dire « soy canadiense ». Mais pour des éléments comme des émotions, de dire « je suis triste », on va utiliser « estar », puis on va dire « estoy trista ». Ou si je suis heureuse, je vais dire « estoy feliz ». Donc, il y a tout cet aspect-là de les émotions. Le domaine des émotions, il n'est pas dans mon identité. C'est comme de dire « c'est passager ». Puis, dans d'autres langues aussi, les émotions, c'est un peu la même chose que de dire la tristesse est de visite. Donc, il n'y a pas cette identification de l'être aux émotions. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Alors voilà,
Et première partie de Socha, en fait, qui est, à travers la méditation, on va pouvoir l'approfondir, ce thème-là, mais justement de se focaliser à comment est-ce qu'on peut décristalliser tout le mental, qu'est-ce qui vient brouiller et accéder à quelque chose qui est un petit peu plus limpide. Et ça va venir d'un côté autant impacter positivement ta posture à toi, ta clarté mentale, tes relations et voilà, une capacité à accepter le moment tel qu'il est au lieu de se dire « Ok, ben ça devrait être ça d'une certaine manière ». On choisit puis on fait table rase pour accéder au moment clairement. Un autre petit volet, ben c'est un petit volet, je vais passer brièvement dessus, mais c'est quand même un grand volet en soi, avec la pureté pour s'exercer justement à avoir un esprit qui est aligné, je dirais. Il y a cette idée de faire une seule chose à la fois. Et j'aimais bien cette citation que j'ai trouvée dans mon livre justement sur les yamas et les niyamas qui dit « I enter fully into each experience and I come out fully from each of them too. I put my whole of me into all I do, out of all I do. » Donc cette capacité à dire quand je suis en train de faire quelque chose, j'y porte toute mon attention et je suis là pleinement. Et je m'y engage totalement. Et quand je serai ailleurs, ben je vais faire la même chose à ce moment-là. Donc, il n'y a pas cette rupture du mental de dire ben je suis ici puis j'ai déjà hâte d'être plus loin et l'inverse. Parce que quand on s'investit totalement, il n'y aura pas de regrets, il n'y a pas de résidus non plus. Donc, c'est cette capacité-là de créer de l'unité dans le mental parce que je suis ici et maintenant. Et quand je serai là-bas, ben je vais être là-bas. Puis je ne serai pas en train de penser à quand j'étais ici. D'un point de vue pratique, méditer sur l'amour, la gratitude, ça vient élever le taux vibratoire. On va l'expérimenter ensemble dans la méditation qui va suivre. Et je trouve intéressant le simple fait de se dire qu'on peut décider de se concentrer, mais on ne peut pas décider de méditer. Parce que méditer, c'est juste être dans un état, simplement. Et cet état d'être en unité, d'être en harmonie avec le reste de la vie. Et ça crée énormément de pureté au niveau du mental. Alors, passons à Santosha. Santosha, je ne sais jamais comment exactement le prononcer, qui est le contentement. Et ça aussi, gros sujet, c'est simplement cette capacité à être satisfait et d'être heureux avec ce qui est là. Donc Santosha, c'est aussi beaucoup au niveau de la gratitude, au niveau du « je suis bien avec ce qui est là maintenant » et que j'ai pas envie. Déjà, je ne suis pas à la recherche ni à la poursuite de tout ce que je pourrais avoir. Avec ce principe, c'est aussi de se dire, quand que j'ai quelque chose à faire, même si ça ne me tente pas, je peux m'investir quand même dedans, de manière engagée, puis limiter le chialage ou le drama non nécessaire. Par exemple, si ton avion est en retard, ben, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste ce qui est là. Tu peux être heureux pareil. Puis c'est une question davantage de choix et de perspective, plutôt que de fatalité. Tu peux choisir que ce soit une fatalité, tout comme le trafic. On peut prendre nos responsabilités par rapport à ça, dire « Regarde, la vie se passe d'une telle manière, moi je me sens bien quand même, and move on ». Ce principe-là, c'est aussi d'être capable de s'ouvrir au monde avec gratitude, surtout avec gratitude pour ce que l'on a, et pratiquer le fait de ne pas avoir hâte à plus tard ou de ne pas rechercher quelque chose dans le futur, de ne pas attendre à se dire « Ok, je vais être heureux quand il y aura ça ». Et je trouve ça intéressant parce que le mot contentement a comme je dirais un bagage qui est de dire, ben tu sais, je me contenterai pas de ça. Et c'est
pas cette nuance-là. C'est pas de se dire je me contente puis j'ai pas d'ambition ou je vais pas chercher ce qui me rend plus heureux. C'est pas ça cette nuance, c'est pas ça ce concept-là. C'est vraiment plus de dire je suis satisfait et heureux et je peux être bien. Même si il y a encore des échelons à mon échelle que je suis en train de monter, mais ça fait pas en sorte que je suis malheureux parce que je suis pas arrivée au bout. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'à partir du moment où on s'assoit et qu'on vit et qu'on personnifie Santosha en son cœur, en son corps, c'est que ça arrête la course effrénée vers le « je veux plus », « je veux aller plus vite », « j'ai hâte de tel moment dans ma vie ». C'est que tu peux être bien maintenant et savourer. Donc, j'adore ce concept-là aussi, il fait partie de ma vie au quotidien. On peut s'imaginer même, si on passe notre vie à avoir hâte à plus tard, à un événement, à avoir une maison, la retraite, quand les enfants sont plus grands, si on est toujours dans cette habitude-là de dire, OK, ben, je vais être heureux si ou quand, plus tard, ben, qu'est-ce qui nous dit qu'on va être capable véritablement d'en profiter quand on va être rendu là? Parce que si on n'a jamais pratiqué la gratitude, ni ce sentiment d'être satisfait avant, puis c'est une question d'habitude, ben rien nous dit que tu vas être capable d'en profiter plus tard. Pratique-le dès maintenant. Alors, on peut visualiser ce qu'on veut, on peut se projeter, on peut avoir des objectifs, des buts, mais on peut être heureux et satisfait et pleinement bien et dans la gratitude avec ce qui est là. On peut arrêter d'être essoufflé avec ce rythme et on peut arrêter que son propre niveau de bonheur soit un peu l'esclave ou dépendant de toutes les variables incontrôlables de la vie et du futur. Donc, de pouvoir t'installer et d'être heureux maintenant, c'est aussi une manière de reprendre ton pouvoir, puis d'être heureux ici et maintenant. Alors, prends juste un moment pour respirer, accueillir déjà ce qu'on vient de discuter parce que ça peut résonner, ça peut bouleverser ou shaker des trucs. Moi, ça m'avait shaké beaucoup. Donc, vois si tu veux revenir, si tu veux prendre un temps pour laisser ça arriver. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura les méditations plus expérientielles pour prendre le temps de s'asseoir dans le principe et de le vivre. Santosha, pour terminer sur celui-là, c'est d'enlever les si seulement de notre vocabulaire. C'est d'arrêter que la satisfaction vienne de l'extérieur, qu'elle provienne de l'intérieur. Et le contentement en tant que tel aussi, c'est d'être capable de tomber en amour avec ta vie. De voir les pépites d'or qui se cachent dans ton quotidien. Puis c'est pour ça que c'est un principe individuel tellement puissant, parce que ça, personne d'autre peut le faire, sauf toi. Ça ne veut pas dire d'être heureux toujours, par contre. Si tu vis quelque chose de bouleversant, ou que tu vis des grosses émotions, ou une difficulté, ou un chavirement dans ta vie, c'est important de prendre le temps de le vivre. Mais de ne pas condamner le négatif. Si tu as besoin de vivre des émotions fortes, puis que tu vis quelque chose qui te chamboule, il y a une manière de le faire, puis j'ai même écrit dans mes notes ceci parce que je trouvais ça beau comme image. Be happy with your discontentment. Moi, je le sais que des fois, quand que ça brasse, puis que j'ai besoin d'avoir ce moment seul parce que j'ai soit besoin de grief ou j'ai besoin d'externaliser des trucs qui sont lourds à porter, mais je suis heureuse de le faire. Je suis là, puis ça peut être intense, puis c'est correct. Mais on n'a pas à l'over-dramatiser ou à
y revenir constamment. Si c'est là, vis-le pleinement. Puis après ça, une fois que l'énergie t'a traversé, on peut passer à autre chose. Alors, rien ne manque dans la vie. La vie est complète de la manière dont elle se présente à nous à chaque instant. Et de se rappeler que l'insatisfaction, elle vient de l'intérieur, mais la satisfaction aussi. Alors, c'était cela pour le deuxième niyama. Et la suite dans la méditation. Troisième principe maintenant. Tapas, qui est la discipline, mais surtout l'effort d'engagement. L'effort d'engagement envers toi-même, sur le long terme versus le court terme. Et ça, je trouve ça particulièrement important et pour moi, c'est aussi challengeant. Puis tu peux voir comment tu résonnes avec le mot discipline, par exemple. Je vais te parler pour moi, l'exemple, c'est que j'ai beaucoup d'idées et je vais changer d'idées constamment. Puis je reviens, je dis souvent la blague, je suis Gémeaux, puis les Gémeaux, on est un signe d'air, on aime la liberté, on aime changer d'idée en fait. C'est pas tant qu'on aime changer d'idée, on change d'idée. Je change d'idée beaucoup et je vais partir sur des trips. Donc moi, Tapas m'a aidé justement à forger ma capacité d'engagement envers moi-même et c'est de se dire, on est habitué même des fois de faire des choses, on va le faire pour notre travail, on va le faire pour nos amis, mais on le fera pas pour nous, cet effort d'engagement-là. Donc, c'est d'être capable de valoriser qu'est-ce que pour toi, tu as envie d'atteindre un but. Alors, est-ce que tu es capable de mettre les efforts d'une manière constante pour y arriver? Donc, la clé de voûte, c'est aussi vraiment la constance, consistency en anglais. Et un exemple, récemment, que ça peut être un tapas, en fait, mis à l'œuvre, c'est, j'avais fait sur mon Instagram un défi pour mes 30 ans. J'ai 30 ans au mois de juin 2023, puis je m'étais fait un défi, vu que ma fête c'était le 1er juin, je me suis dit, je vais faire 30 jours, pendant les 30 jours de juin, je vais écrire un poème, un haïku, qui est assez court, mais je vais en écrire un par jour pendant 30 jours. D'un côté, pour moi, j'avais envie de m'engager par rapport à ma créativité. C'est un engagement parce qu'un haïku, c'est simple, c'est sur la nature, c'est une inspiration très spontanée. Et à travers cet objectif-là, moi, ce que j'avais envie, c'était de regarder autour de moi, d'être plus à l'écoute pour voir où est-ce que je peux cueillir l'inspiration du moment pour écrire mon haïku. Donc ça, je l'ai fait pendant 30 jours. Je dis pas que c'était facile. Des fois, le haïku, je l'ai fait à 11h37 le soir parce que j'étais comme oups, j'ai oublié. Puis j'en faisais un, pas à la va-vite, mais avec ce qui était là dans ma tête et ce qui était disponible, puis c'était correct. Mais c'était un effort de discipline, puis je suis contente de l'avoir fait. Puis je pense à mon chum, Ben, que lui, il est parti sur un projet de s'entraîner et de compter ses entraînements depuis le début de l'année. Fait que là, il doit être rendu à 170 entraînements sur 360 jours, puis à chaque jour, il poste une vidéo là-dessus, sur son compte. Mais c'est davantage pour lui-même qu'il le fait. Puis même pour moi, mon haïku, c'était pour moi que je le faisais. Je le partageais parce que je me disais, ça peut amener l'autre, ça peut t'amener toi à voir la beauté dans le monde qui t'entoure, mais à la base, c'était moi, ça me faisait du bien et c'était mon engagement que je m'étais fait envers moi-même. Donc, voilà, puis ça peut être fait pour n'importe quoi. Ça peut être des défis, ça peut être des engagements que tu te fais pour toi-même, pour ta santé, pour des habitudes de vie. J'en ai des exemples pour toi tantôt, mais ça peut être de se dire, ok, je fais 1 mois sans sucre, ou 1 mois sans alcool, ou sans café, ou pas de sel, whatever. Puis ça, parlant de pas de sel, je l'ai fait pendant mes vacances cet été, 1 semaine et demie-ish, pas de téléphone, en vacances,
au début, c'était quand même dur, je dois l'avouer, là, c'est comme, tu te rends compte qu'il y a comme une légère dépendance ou un élan naturel le matin. Des fois, je m'en rendais même pas compte, mais ça l'amène justement à te recentrer, puis à prendre le volant de tes deux mains au lieu d'être sur le pilote automatique. Et au final, ça m'a tellement fait du bien, mais tellement fait du bien. Puis, en tout cas, j'en reparlerai peut-être à un autre moment, mais je trouve que les téléphones, il y a comme un aspect très conflictuel pour moi. Puis, il faut encore que je trouve mon équilibre parce que je veux que ça serve, je veux utiliser ces plateformes-là, mais je veux vivre ma vie. Donc, parenthèse. Je sais pas pourquoi je disais ça, ça me tentait. Mais toute cette espèce d'effort d'engagement que tu peux faire, te dédier à toi-même, un challenge, un objectif par rapport à ton bien-être. Et c'est juste de dire c'est un jeu en fait. Est-ce que je suis capable d'honorer mes engagements envers moi-même? Un autre exemple, moi j'ai de la misère à me lever le matin, je suis pas levable depuis que je suis jeune. Puis un moment donné, j'ai comme réalisé, je me disais, si j'ai un meeting, que j'ai un événement, quoi que ce soit, qu'il faut que je me lève à 5h30 ou 6h, je vais le faire. Mais si c'est pour moi, je le fais pas. Donc, mais est-ce que je serais capable de le faire pour moi, si c'est ça que je souhaite? Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'entraîner plus le matin. Puis je me levais, je m'en allais faire mon entraînement, puis j'étais comme, mais je suis capable. Et juste cette pensée-là de se dire, je suis capable de show up for myself, c'est valorisant. Et ça l'aide. Ça te met dans ton pouvoir de dire, ce que je veux, je suis capable de le réaliser. Ça vient muscler ton effort de volonté, ton focus. Et juste de se dire, je suis capable de faire quelque chose pour moi, pour mon propre bien. Je suis capable de faire l'effort. Et cette capacité-là, elle est transférable par après. Et c'est ça qui est formidable parce qu'à partir du moment où ce que tu dis, j'ai été capable de faire ça. Je reprends l'exemple, j'ai été capable d'écrire des poèmes pendant 30 jours, puis de les partager à tous les jours, puis de prendre une photo à tous les jours de ce que ce poème-là m'inspirait. Ben, je peux faire autre chose. Moi, ça m'a donné un élan créatif de continuer à partager ce que j'écris parce que j'écris beaucoup. Puis, ça vient mettre en mouvement, en fait. Et à partir que, je trouve que le plus difficile, c'est souvent de vaincre la force de l'inertie, de ne pas bouger. Et ces défis-là de discipline envers soi-même, ben ça crée un momentum. Puis après ça, tu peux accéder à des défis qui sont plus grands. Donc, il faut juste que ce soit réaliste, que ce soit constructif et même progressif pour que ce soit réalisable. Et c'est ça, je trouve que l'engagement vers soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. D'autres exemples d'engagement personnel que j'ai fait et que je fais encore, par exemple, ben, l'expérience passée, il y a ma formation professorale de yoga qui s'étalonnait sur une année complète. Donc, c'était une formation de 380 heures. C'est un engagement d'une année. Et ça demandait de la discipline, autant dans la pratique, dans l'étude, dans le focus. C'était chargé, mais c'était une des plus belles expériences de ma vie. Et c'est gratifiant parce qu'il y a un effort en arrière, il y a un investissement de temps. Et ça, autre parenthèse, j'avais la réflexion récemment que c'est pas ce qui est le plus facile qui au final est le plus gratifiant dans une vie. Quand j'y réfléchissais, je me disais, c'est les éléments qui nous ont demandé le plus d'efforts et qui nous ont fait grandir qui sont le plus gratifiants dans une vie. Donc, c'est pas tant de rechercher une vie qui est facile, c'est sûr que c'est agréable quand c'est pas dur, mais surtout de viser pour quelque chose qui nous nourrit. Et quand ça prend du courage, pour positionner le curseur, le focus sur où on veut aller, mais ça prend surtout des efforts, de la patience et du temps pour s'y rendre. Et c'est ça que Tapas nous enseigne. Autre exemple, moi ça fait depuis 2020 que je ne bois pas d'alcool. En soi, c'est pas tant un effort de discipline pour moi parce que j'ai décidé, c'était aucunement difficile d'arrêter de boire de l'alcool. Ce qui était plus dur, c'était de l'affirmer. Donc, mais l'action en tant que telle, c'était pas tant un effort de discipline.
un peu en mode tranche de vie aussi, je mange pas de McDo depuis 2012. Et ça vient d'un moment où je me suis dit, c'est fini. J'ai tranché à partir de ce moment-là et je ne suis pas retournée dans un McDo depuis ce temps-là. Bon, c'est pas tant le plus gros tapas, mais c'est quand même quelque chose que je fais et c'est un engagement que je me suis fait à moi-même. Puis un autre engagement à moi-même que je me suis fait, c'est de ne pas prendre les escaliers roulants. Si je prends des escaliers roulants, je les monte à gauche, mais s'il y a des escaliers qui sont accessibles, je prends les escaliers. Ça aussi, peut-être des gens que je connais, qui sont à l'écoute, vont se reconnaître. Des fois, je suis avec des gens, on revient de luncher, on est aux escaliers roulants, je vais les laisser dans l'escalier roulant, je vais pogner les escaliers. Fait que c'est juste des engagements cocasses qu'on se fait envers soi-même, mais à chaque fois, même si j'ai envie de déroger, je me dis non, je me suis fait cet engagement-là avec moi-même, je le fais. Fait que c'est juste une manière d'être intègre à ce qui est important pour soi. Alors voilà pour tapas. Même d'en parler, je trouve que c'est puissant. Ça nous rappelle la force de la répétition, comment une goutte d'eau peut forger un rocher avec le temps. Et ça, je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où est-ce que tout se fait rapidement, on veut tout de suite, on a comme besoin de s'ancrer dans une certaine discipline puis un engagement pour voir et juste vivre la réussite d'un effort soutenu. Et je trouve que c'est les éléments, moi je pense aux éléments les plus gratifiants dans ma vie ou des moments où j'ai ressenti des joies intenses et importantes. Il y a souvent l'aspect de c'est que I stick to it. Et j'ai continué, que ce soit mon triathlon cette année, que ce soit la réalisation de mon rêve de faire ma formation professorale de yoga, tout ça, ça a demandé des efforts et d'arriver à la ligne d'arrivée puis de se dire j'ai fait ça pour moi, c'est wow. Donc déjà peut-être que tu peux repenser à ce type d'éléments, d'événements de vie que tu as vécu et comment cette manière d'être là pour toi a pesé fort dans la balance. Alors, passons maintenant au quatrième principe, qui est Svadhyaya, qui est l'étude de soi. Ce principe-là, l'étude de soi, c'est la connaissance de soi, c'est de prendre le temps. Et encore là, ça peut s'intégrer dans une hygiène et des habitudes individuelles, de prendre le temps de faire des check-in avec soi-même. De prendre le temps vraiment de se connaître, la version d'aujourd'hui de toi, de prendre le temps pour découvrir la personne que l'on devient, celle que tu es, et ce qui t'a façonné aussi. Puis ça, depuis que je suis jeune, puis à différents moments dans ma vie, j'aime ça faire ces rétrospectives-là. Le plus gros moment que je l'ai fait, ça a été au Costa Rica, puis ça, je vais t'en parler dans un autre épisode, mais de vraiment les plonger au cœur de qui tu es, puis qu'est-ce qui t'a façonné, parce qu'on est la personne avec qui on va passer plus de temps dans nos vies. Fait qu'aussi bien prendre le temps de se connaître et de se comprendre, de se dire pourquoi j'agis ainsi, qu'est-ce qui a eu un impact, qu'est-ce qui a influencé mes comportements au fil de ma vie. Et ça peut se faire à travers, tu peux mapper ton chemin de vie. Moi, j'ai fait ça, puis je le refais encore souvent pour voir c'est quoi les gros morceaux de ma vie, qu'est-ce qui a été les jalons importants. Donc tout ça, de prendre le temps de savoir qui on est et de se poser la question fréquemment. C'est sûr que l'étude de soi, ça prend du courage pour prendre le temps d'aller regarder. Parce que des fois, c'est pas toujours ce qu'on veut qui ressort. Des fois, on voit des affaires qu'on est comme « bah ça, je suis pas tant fière ». Puis d'être capable de discerner qu'est-ce qui vient de l'ego, c'est quoi ces expériences, les leçons, les apprentissages, même qu'est-ce que j'ai besoin de me pardonner.
on va pouvoir vraiment plonger à travers la méditation pour ce principe-là. Puis je pense que ça va être une méditation assez peut-être intense, mais à partir du moment où est-ce qu'on apprend à se connaître, qu'on fait un peu la paix avec qui on est aussi, et que tu peux te dire dès maintenant, dès aujourd'hui, j'ai passé à travers ma vie et j'ai survécu. Et à partir d'aujourd'hui, j'en suis libre. Je suis libre de mon parcours. Je ne suis pas déterminée par mes expériences passées. Je sens que je peux tout faire. Sky is the limit. À partir du moment où on regarde en arrière et on comprend d'où on vient, ça peut enlever une certaine emprise sur le nous d'aujourd'hui pour s'émanciper de tout ça et de comprendre comment on réagit, qu'est-ce qui a façonné tel et tel trait de caractère. Ben juste le fait d'en prendre conscience, ça peut faire en sorte que tu peux dire ok, ben ça c'est fini, je le fais plus parce que ça me correspond pas en tant que personne. Et ça c'est formidable de pouvoir te bâtir, en fait te déconstruire et te rebâtir selon toi ce que tu as envie. C'est incroyablement puissant comme pratique. Ça peut se faire justement dans un espace en solitaire, de profonde réflexion. Ça peut se faire à travers de l'écriture. Moi, ça a été beaucoup à travers du journaling, de l'écriture intuitive. Et après ça, c'est juste de se dire, mais je suis libre. Je suis libre de tout ça. Je suis aujourd'hui, j'ai 1000 chemins devant moi que je peux entreprendre et lequel me correspond davantage. Donc, c'est l'étude de soi qui permet ça, de se poser les bonnes questions, de se dire qu'est-ce qui fait écho pour moi, puis après ça, de se lancer, tout simplement. Et oui, d'un point de vue individuel, ça se fait, mais on apprend aussi énormément en présence des autres parce que le monde est comme notre autobiographie. On va recevoir comme un miroir, en fait, le reflet de ce que l'autre est. Si ça trigger, par exemple, ce qui te dérange, dans le fond, ça peut être une piste de réflexion pour dire, OK, ben qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi? Est-ce que c'est une part de moi que j'accepte pas? Donc, de voir à travers la perspective du monde, qu'est-ce qui fait écho? Qu'est-ce qui me rebute? Qu'est-ce qui me crée des résistances? Et d'être capable aussi avec l'autre, à travers des discussions, à travers des échanges profonds, de voir qu'est-ce que j'ai envie de prendre là-dedans. Et à travers des discussions profondes, nourrissantes, on est aussi en train d'apprendre sur nous-mêmes. Svadhyaya, c'est aussi d'être poussé à la curiosité sur que ce soit les lectures, les œuvres sacrées, de la formation, peu importe, de s'intéresser à se connaître et à expérimenter la vie. Alors, prends le temps d'intégrer ceci déjà, de voir à quel moment dans ta vie tu as pris le temps de faire le point. Et peut-être que c'est un bon moment maintenant, peut-être pas, mais de voir est-ce que ça serait une bonne idée de prendre le temps pour faire le point, pour soulever un peu les pierres de ton passé, pour dire ok, qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que j'ai envie de garder aujourd'hui pour la suite. Donc voilà pour ce principe. Si tu es intéressé par des lectures, j'en ai quelques-unes que j'avais envie de te partager qui d'un point de vue, dans mon processus de devenir qui je suis, ont été des points tournants. Dans l'étude de moi-même, de lire ça, j'ai fait comme « Oh, wow! » Il y en a plein, en fait, c'est sûr, j'en oublie, mais... Puis, j'étais en train de penser à ça, puis il y en a plein qui me popent en tête. Bon, je vais commencer, puis c'est pas des œuvres qui sont, comment dire, religieuses. Il y en a un qui ça s'appelle, en fait, c'est Conversations avec Dieu. C'est Jérémie Demy qui en avait parlé dans une conférence à mon ancien emploi. Je me rappelle, on lui avait demandé c'est quoi les livres qui ont changé ta vie. Il avait nommé ça. Puis j'étais comme, hey, je vais aller le lire. C'est à se jeter à terre, comment ce livre-là est incroyable. C'est pas religieux,
c'est beaucoup plus spirituel et en fait, c'est un dialogue. Donc, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a la Bhagavad Gita, qui est un livre sur lequel repose l'hindouisme. Mais encore là, c'est un récit, c'est beaucoup de principes qui ont fait énormément écho en moi. La prophétie des Andes, qui est un incontournable, je pense, qui s'est peut-être présenté à toi déjà, ou en tout cas pour moi, puis avec quelques personnes que je connais, on en parle de ce livre-là, puis on se dit c'est présenté exactement au moment où est-ce qu'on en avait besoin, alors c'est peut-être le cas pour toi. La prophétie des Andes, moi, ça m'a ouvert la porte vers le domaine de l'énergie et ma curiosité par rapport à ça que j'ai lu quand j'avais 19 ans. Il y a Le guerrier pacifique de Dan Millman, qui a aussi une adaptation en film, qui m'a accompagnée dans un moment clé et qui est vraiment intéressant aussi. C'est un récit, c'est comme une histoire, ça se lit super bien. Voilà, si j'ai d'autres choses en tête, je t'en parlerai sûrement plus tard dans un autre épisode, mais déjà ces 4-là, c'est puissant et ça l'aide juste à voir comment ça fait écho en toi pour opérer peut-être un changement, une évolution, juste te soutenir dans ta transformation de tous les jours. Et le dernier principe, donc le dernier niyama, c'est Ishvara Pranidhana, qui est de faire confiance à plus grand ou s'en remettre à plus grand. Et encore là, on n'a pas besoin d'être religieux ou peu importe, vraiment pas. C'est peu importe comment tu l'imagines, ce qui est c'est la source, la vie, l'ordre cosmique, le grand tout. Je suis moi-même pas religieuse mais je comprends ce qui sous-tend chacune des religions, qui est justement cette... peu importe le nom, en fait. Peu importe le nom. Et c'est de se dire que je fais confiance à ça. Je ne porte pas toute la lourdeur du monde sur mes épaules, parce que je sais qu'il y a une partie qui ne m'appartient pas. Et Ishvara Pranidhana, c'est un peu dire, si Dieu le veut, en fait. C'est de se dire, il arrivera ce qui arrivera, ou advienne que pourra. C'est de se dire, si j'ai fait, moi, ce que j'avais à faire, j'ai pas d'anxiété ou d'anxiété, c'est ça, pour le fruit du résultat. J'ai labouré la terre, j'ai mis mon amour, puis là, j'attends qu'il pleuve. C'est de se dire ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir ou de s'attacher à une religion particulièrement pour sentir qu'on a la foi à la vie. Et pour moi, ça l'enlève un poids, ça l'enlève une anxiété parce que c'est pas tout ne repose pas sur moi. Et c'est de se dire, même quand je serai plus de ce monde, ben le monde va continuer à tourner, donc je peux faire confiance à la vie, dans tout ce qui m'a amené jusqu'ici, tout ce qui sera manifesté par la suite. Donc, Ishvara Pranidhana, il y a le mot dévotion qui me venait en tête quand que je préparais cet épisode. L'aspect de je vais servir plus grand que moi. Et je pense vraiment que l'humain, dans sa plus belle expression de ce qu'on peut être en tant qu'humain, c'est servir le collectif, l'entraide. C'est de se dire les cadeaux, les apprentissages, les talents que j'ai à l'intérieur de moi, je les rends et je les partage à l'ensemble de la communauté du monde. Et de se mettre au service comme ça, dans cette... c'est de contribuer également au grand tout. Et je pense vraiment que peut-être ce qui nous manque dans une... Puis là, je m'avance vers là parce que je sens que c'est juste, prends ce que tu veux et laisse aller le reste. Mais je trouve que dans notre société d'aujourd'hui, où est-ce qu'on a tellement coupé la religion et tout ce qui était les signes, symboles religieux. On est un État laïque, on ne veut pas avoir d'emprise ou... Il y a beaucoup de préjugés, encore d'images fortes par rapport à des abus au niveau de la religion et tout ça. Donc, on a coupé tout cet aspect-là de
de symboles, de vie, de sens, pour aller vraiment d'un côté très scientifique, très rationnel, cartésien, réfléchi et prouvé. Et pour moi, c'est comme si on a troqué quelque chose, peut-être qui nous semblait plus bon à ce moment-là, mais pour quelque chose qui n'est pas vraiment mieux, tant qu'à moi, parce que l'un et l'autre vont ensemble. On peut s'appuyer sur une part de logique, de rationnel, de factuel, mais de se laisser quand même porter par une certaine guidance qui devient intuitive. Et pour moi, cette danse entre le rationnel et les émotions, c'est d'être capable de se réharmoniser, de rétablir un lien, une relation avec la vie. Et ça, ce que ça fait, ce que je remarque, puis peut-être que toi aussi, c'est qu'on vit moins bien avec les choses dont on n'a pas le contrôle. C'est comme si le monde est tombé en mode, OK, ben, il n'y a plus de déité, il n'y a plus de la vie, alors il faut tout que je fasse moi-même. Puis je trouve que ça met énormément de pression sur l'humain, sur l'individu, de dire, tout est sur toi, dans le fond, parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe, puis c'est toi qui fais arriver les choses, alors que il y a des choses qui sont hors de notre maîtrise, et de rétablir ce lien-là, de dire, je fais ma part, puis la vie fait le reste, et je m'en remets à plus grand, ça rétablit un sentiment d'unité, et il n'y a plus cette, je me suis complètement coupée de l'aspect sacré, intuitif, de la vie. Donc, à travers ce principe de Ishvara Pranidhana, c'est de se dire, je m'en remets à la grâce de la vie. I surrender. Je me sens soutenue par l'ordre cosmique. J'offre mes talents, mes cadeaux, ma vie pour que ce soit utile. Donc voilà, que toutes les circonstances de la vie soient des enseignements, puis que je peux transcender tout ce qui m'arrive, les défis, les challenges, et que je fais confiance, tout simplement. Alors, quel épisode! Beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments de réflexion qui peuvent être poursuivis en dehors de cet épisode, de voir comment ça résonne, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses, tout ça, ça t'appartient. Et je suis vraiment contente d'avoir contribué à partager ceci, rendre accessible ces principes. Utilise-les comme tu le sens. Dans la suite de ce qui s'en vient avec les méditations, encore comme je le mentionnais, ce sera une occasion pour approfondir l'expérimentation, puisque chaque sujet en tant que tel est assez costaud, et puis de te familiariser avec l'ensemble. Merci énormément d'avoir été là, à l'écoute. J'ai le cœur grand ouvert à savoir que on partage ces moments-là au-delà du temps et de l'espace. Puis ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un vient m'en parler, m'écrit. Donc si tu as aimé cet épisode-là, de 1, je t'invite à coter le podcast 5 étoiles sur la plateforme que tu l'écoutes, et tout ce qui est le feedback, parce que c'est ça, ce que j'aime avant tout, c'est le contact humain, l'échange, et de pouvoir voir avec toi comment certains épisodes ont fait écho, ce que tu as vécu, ce que tu as envie de me partager, ce sera toujours avec plaisir. Donc tu peux venir m'écrire sur Instagram à Joa Hubert. N'hésite pas à partager aussi, c'est là pour ça. C'est là pour être disponible, pour servir. Et moi, c'est ma manière de contribuer à ce monde, à ce collectif, sans rien attendre en retour. Vraiment. Donc, c'est là. Partage-le à qui tu le sens, qu'est-ce qui te vient intuitivement, et viens m'en parler si le cœur t'en dit. Je te dis à très bientôt pour la suite des méditations, et passe une excellente journée. Namasté.